Madame Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci pour votre accueil. Merci et bonsoir à chacune, chacun d'entre vous. Je veux saluer Monsieur le Préfet de région, Monsieur le Ministre, cher Edmond Hervé, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Sylvie, Marianne, Marcel et bien sûr Nathalie, parlementaire et maire de Rennes, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Jean-Luc, Monsieur le Président de Rennes Métropole, cher Emmanuel, Monsieur le Président de la Ligue de l'enseignement, 35, donc mais d'abord Monsieur le Président de la Ligue nationale de l'enseignement, donc très cher Jean-Michel Ducomte, Monsieur le Président de la Ligue d'Ille-et-Vilaine, cher Thomas, Mesdames, Messieurs les élus et Mesdames et Messieurs, chacune, chacun d'entre vous, c'est un immense bonheur pour moi d'être là ce soir, de partager ce moment, d'abord avec la Ligue de l'enseignement en particulier, parce que c'est pour moi un vieux compagnonnage. En Guyane, déjà, j'étais très sensible au combat et à l'histoire, au parcours, à l'empreinte que la Ligue a laissée sur la République, sur l'histoire de la démocratie, sur l'évolution de nos sociétés, surtout sur nos droits et nos libertés, et sur l'accessibilité de l'éducation pour tous. Et en venant jusqu'à vous, j'ai eu le sentiment de m'envoler, donc je suis vraiment heureuse d'être arrivée et de partager cette soirée avec vous. C'est avec une attention toute particulière que j'ai écouté les interventions de ce soir, toutes les témoignages que j'ai eu la chance d'entendre en arrivant, et bien entendu après l'interview en direct du président de la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine, ainsi que cette intervention extrêmement forte de Nathalie, de chère Nathalie, d'avoir à ce point aussi clairement exposé la perception qu'un élu de la République, une élue de la République peut avoir de cet enjeu. C'est un enjeu colossal qui nous interpelle aujourd'hui. Victor Hugo disait que je veux que la République ait deux noms, qu'elle s'appelle liberté et qu'elle s'appelle chose publique. Et je pense que cette sommation de Victor Hugo sert l'ambition de la Ligue de l'enseignement, l'ambition de l'éducation populaire. Si on y ajoute, bien sûr, si on y ajoute le souci de l'individu, de la personne, du citoyen, si l'on y ajoute la préoccupation de mettre à la disposition de ces individus, de ces personnes, de ces citoyens, un espace d'épanouissement et de lui offrir le savoir, la connaissance, les valeurs qui lui permettent de s'emparer de sa vie, de maîtriser sa destinée personnelle. Ce matin, nous étions en train de célébrer, mais sur tout le territoire, nous étions sur la place de l'Étoile, nous étions en train de célébrer le silence des armes, la mémoire des morts, le souvenir de la souffrance de celles et de ceux qui ont perdu des proches parce que ces proches ont perdu la vie dans la guerre. Mais nous étions aussi en train de célébrer ce que l'on peut appeler l'héroïsme ordinaire, cet héroïsme ordinaire qui donne du relief et de la densité au courage de celles et de ceux qui se sont battus, qui ont résisté, qui n'ont pas capitulé, cet héroïsme ordinaire qui a éclairé par leur vie, par leur courage, par leur force morale, a éclairé pour nous ce que peut signifier l'engagement. Alors, la Fédération d'Ille-et-Vilaine n'était pas créée en ce mois de novembre 1918, mais ici comme ailleurs, les esprits ont été imprégnés des enseignements qu'il a fallu tirer de cette conflagration mondiale, de cette première guerre mondiale. Et ces enseignements étaient marqués par des propos qui résonnaient encore, ceux de Jaurès, les propos visionnaires de Jean Jaurès, ceux exaltés, mais si forts, de Charles Péguy, les propos désenchantés aussi, quoique extraordinairement érudits, de Romain Rolland. Mais après cette époque, une période incertaine va s'ouvrir. Et cette Troisième République,
qui avait surmonté la Première Guerre mondiale, qui s'était consolidée elle-même à la fin du XIXe siècle, qui s'était renforcée dans les premières années du XXe siècle, cette Troisième République, en fait, va petit à petit s'effondrer. Et cette période qui s'ouvre, après quelques années après la Première Guerre mondiale, cette période qui s'ouvre va montrer comment la République, qui paraissait si solide, victorieuse, inexpugnable même, cette République, finalement, qui avait affronté les effets de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des pertes humaines colossales, c'est-à-dire une économie ravagée, un territoire dévasté, cette République va finir par s'affaisser, simplement parce que, justement, l'esprit de la République, petit à petit, avait déserté le cœur et l'intelligence de très nombreux Français. Nous devons conserver ce bout d'histoire à l'esprit, et en particulier par les temps que nous traversons. Et nous rappeler que la démocratie ne va pas de soi. Elle suppose qu'une société se donne des règles, qu'elle ait la capacité et la volonté de concevoir et d'élaborer ces règles qu'elle s'apprête à respecter. La République non plus ne va pas de soi. La démocratie doit reposer sur des principes, par exemple l'égalité devant la loi, l'égalité de tous devant la loi. Et la République, elle, doit reposer sur des valeurs. Elle exige déjà une éthique du bien commun, un sens de la chose publique, la res publica, une volonté d'être ensemble, unis par l'histoire d'abord, cette histoire commune, à travers tous ces versants lumineux, chaotiques, sombres parfois, mais cette histoire que nous portons ensemble. Et au-delà même de cette histoire qui nous soude, qui nous relie, nous portons ensemble ce destin commun que nous voulons élaborer ensemble, édifier ensemble et défendre ensemble. La République repose donc sur des valeurs. La nôtre, c'est la liberté qui abrite l'ensemble des libertés, les libertés individuelles, les libertés publiques. C'est la fraternité. C'est la fraternité, c'est-à-dire la solidarité, une société à la fois vigilante et bienveillante qui a le souci de chacune, de chacun, dans la vie quotidienne, avec la préoccupation de permettre à chacune et à chacun d'accéder à l'émancipation individuelle, d'accéder à l'autonomie de la personne, d'être un sujet de droit, mais en même temps d'assurer la protection pour chacune et chacun, cette protection qui devient nécessaire lorsque l'on est frappé par des accidents de la vie. Et bien entendu, les valeurs, c'est l'égalité. Cette idée extraordinairement moderne, difficile, complexe à mettre en œuvre, mais si essentielle. C'est l'égalité qui est à la fois un projet politique et un projet civique. La démocratie, donc, la République, la laïcité. La laïcité qui est un principe de concorde, qui ne va pas de soi non plus, qui est un mode d'organisation de la société. La laïcité qui suppose que nous créons les conditions pour que chacune, chacun trouve sa place légitime. Et cette place, elle est due, indépendamment de toute appartenance, indépendamment des choix de conscience, des croyances, de l'incroyance, indépendamment des opinions, indépendamment du genre, des préférences amoureuses, des conditions sociales, de la lignée familiale, de quelque appartenance singulière que ce soit. Parce que l'appartenance collective transcende toutes ces appartenances. Et l'appartenance collective, c'est l'appartenance à la nation civique, pas la nation tribale, qui est une nostalgie de ceux qui courent après un passé qui n'a jamais existé, ou qui est un objet de manipulation utilisé par des fumistes. Non, la nation civique, celle qui a fait le choix d'assurer la citoyenneté à chacune, à chacun, celle qui a fait le choix d'une société capable de vivre en dépit, malgré et au-delà des singularités et des différences. Cette démocratie, cette république, cette laïcité sont des constructions politiques, ce sont des choix,
sont des œuvres humaines. Et en tant que telles, évidemment, elles ont leur vulnérabilité. C'est pour ça qu'elles ont besoin de nous, de notre vigilance, de notre engagement. C'est pour ça qu'elles ont besoin de vous, de ce que vous faites ici depuis 90 ans et de ce que fait la Ligue de l'enseignement à l'échelle nationale depuis près de 50 ans maintenant. C'est cet engagement immense qui fait votre histoire, qui a donné cette empreinte que j'évoquais tout à l'heure. Et la République a besoin de citoyens éclairés. Il est indispensable même qu'elle repose sur des citoyens éclairés. Et ça, c'est, j'allais dire, dès le début. Le début. Quel début? Le début peut-être d'une pensée durable, profonde, sur l'instruction publique. On l'appelait ainsi, l'instruction publique. L'instruction publique dont Condorcet disait, Condorcet qui voulait que les filles et les garçons aillent à l'école. Condorcet voulait que l'instruction publique forme des citoyens difficiles à gouverner. Quelle saveur, former des citoyens difficiles à gouverner, c'est-à-dire assurer la liberté, l'autonomie de pensée, la raison critique, le sens de la responsabilité des citoyens difficiles à gouverner. Et de Condorcet à Jean Massé qui disait « nous sommes des gens de l'eau, il faut savoir nager », c'est le sens de l'autonomie. De Condorcet à Jean Massé, cette conscience aiguë que l'instruction publique est essentielle, que l'éducation est essentielle, à une période où les esprits étaient principalement formés par des congrégations religieuses. C'était d'ailleurs le cas en Belgique, où la Ligue de l'enseignement a été créée 2 ans avant, en 1864. Les congrégations religieuses qui, à cette époque, avaient une emprise, un impérium clérical pratiquement sans partage. Après, nous savons, parce qu'aucune histoire n'est linéaire, aucune histoire n'est sans aspérité, aucune histoire ne prend des chemins de traverse. Donc nous savons qu'après, l'engagement social de certaines congrégations a contribué à l'acquisition de droits, à des conquêtes de liberté. Mais en ce temps de réflexion forte et profonde sur l'instruction civique, sur l'instruction publique et sur l'éducation, il y a cette réalité sociale. Et la République s'avère le cadre idéal pour accueillir cette préoccupation d'une citoyenneté pour tous. Le cadre idéal parce que la République, ce n'est pas qu'un régime politique, ce n'est pas qu'un système institutionnel, ce n'est pas qu'un cadre de vie, c'est un principe d'organisation de la vie commune, c'est une condition de la vie sociale possible. Et c'est pour ça que la République a autant besoin de citoyennes et de citoyens éclairés. Et la généralisation de l'instruction publique va accompagner, ou en tout cas elle va être un moment d'aboutissement des combats de la Ligue de l'enseignement. Et elle sera portée par de très très belles figures tout le long, les différents présidents de la Ligue de l'enseignement, et Jean-Michel Decomte a toutes les raisons d'être fier d'abord de son érudition, de sa culture, de la façon dont il témoigne de l'envergure des différents présidents de la Ligue de l'enseignement. Et Léon Bourgeois, par exemple, va bien résumer la nécessité de cette généralisation de l'enseignement, de l'instruction publique, de ce qui va devenir en fait l'école obligatoire, laïque et gratuite. Il va indiquer comment le savoir et la raison doivent permettre de substituer le point fermé pour combattre, au point fermé pour combattre, la main tendue pour secourir. Je crois qu'il résume bien là ce que l'on peut acquérir à partir du savoir et de la raison. Et cette généralisation qui est aussi bellement, j'aime l'adjectif, résumée par Léon Bourgeois qui était une personnalité d'envergure, hein, je viens de le dire, comme tous les présidents, mais qui a été, nous le savons, président de la Société des Nations, engagement international très fort après la Première Guerre mondiale, prix Nobel de la paix, mais bon, je le répète, surtout président de la Ligue de l'enseignement, quelques années après
l'instauration de cette instruction publique obligatoire, gratuite et laïque. Et l'histoire de l'instruction publique et l'histoire de la Ligue de l'enseignement vont se poursuivre dans une interfécondation extrêmement prometteuse. Et elle va se poursuivre à travers cette Ligue de l'enseignement qui, déjà depuis plusieurs années, a choisi d'être une éducation hors des murs, l'éducation qui va jusqu'aux citoyens, l'éducation qui se préoccupe des besoins des citoyens, l'éducation qui va au-delà de l'école. Et cette éducation au-delà de l'école, elle va se développer à travers la Ligue de l'enseignement, à travers les universités populaires, à travers la Fédération Léo Lagrange également, sous une double impulsion. Avant même cette généralisation de l'instruction publique, sous une double impulsion, celle de l'affirmation des libertés telles qu'elles ont été conçues, pensées, diffusées à l'époque des Lumières et portée fortement par la Révolution française, et celle de l'émergence de ce qu'on peut appeler une conscience populaire, cette conscience populaire qui est particulièrement portée par la classe ouvrière, notamment à l'ère industrielle et à l'heure de la Révolution industrielle. Et cette Ligue de l'enseignement, qui est une école hors les murs, est aussi une armée de républicains. D'abord parce qu'elle a été conçue, le président d'Ille-et-Vilaine le rappelait tout à l'heure, elle a été conçue comme un agrégat, comme une fédération, un rassemblement d'associations, un rassemblement d'œuvres laïques, et puis parce qu'elle a exprimé très clairement, très vite, sa volonté de diffuser sur l'ensemble du territoire ses savoirs, ses connaissances, ses capacités à se prendre en main, à être une citoyenne, un citoyen libre et responsable. Et lorsque le Second Empire voulait dans chaque canton une gare ferroviaire, c'était bien pour assurer la mobilité et la rencontre dans la société. C'est ce qui permet de faire nation, d'avoir une cohésion. La Ligue de l'enseignement, elle a voulu dans chaque canton qu'il y ait une association laïque capable de donner du sens à la République et à l'engagement républicain. Une association qui fasse ce travail de mobilisation, de conscientisation et de mobilisation civique. Et nous voyons bien comment l'empreinte de la Ligue de l'enseignement se fait de plus en plus forte, de plus en plus visible, de plus en plus évidente sur la République et sur la République laïque. Et Ferdinand Buisson, qui a été un des penseurs de la loi sur la laïcité de 1905, du 9 décembre 1905, qui a été pas seulement un penseur, un artisan de ce texte de loi, de cette réflexion sur la séparation des églises et de l'État, sur des institutions publiques, libres, neutres, j'ajouterais bienveillantes, décentes. Ferdinand Buisson a été lui aussi, lui qui a été aussi prix Nobel de la paix, Ferdinand Buisson, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, a été président de la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement, c'est un creuset. C'est un creuset, c'est le creuset de la République. Mais aujourd'hui, où en est cette République? Où en sommes-nous avec la République? Nous savons que les ennemis de la République sont de plus en plus vigoureux, ils sont de plus en plus bruyants, ils sont de plus en plus tapageurs, ils sont de plus en plus menaçants, au point que les alliés de la République, les serviteurs de la République, se sont parfois esseulés, parfois affaiblis. Et nous devons prendre garde. J'évoquais tout à l'heure la façon dont la Troisième République s'est affaissée. Et son affaissement a permis l'instauration du régime de Vichy. Nous devons faire en sorte, cet affaissement qui a ouvert une brèche considérable pour l'étranglement, l'asphyxie des libertés. Nous savons que les républiques peuvent périr. Nous savons qu'elles peuvent sombrer d'un coup, mais même lorsqu'elles ont sombré d'un coup, elles auront pris du temps pour perdre des forces. Et nous devons être vigilants dès le moment où elles commencent à perdre des forces. Au-delà de la France, il y a l'exemple de la République de Weimar en Allemagne. Nous savons qu'elle a été abattue par Hitler, mais c'est qu'elle était déjà fortement affaiblie. Et aujourd'hui, dans l'Union européenne, nous savons qu'il y a des pays où la République est affaiblie par la peur, par la panique,
par les égoïsmes, par les individualismes, par les lâchetés de toutes sortes. Et nous savons que ces républiques-là peuvent périr. Donc nous savons que le risque est là. Et nous sommes confrontés à des risques réels sur la République ici. Je parlais du tapage que font ses ennemis. Mais ils s'appuient sur des choses objectives, sur des difficultés réelles. 40 années de difficultés économiques qui se sont ainsi accumulées, 8 années d'une crise qui est une crise économique, une crise sociale, une crise morale, avec des effets terribles sur la cohésion sociale, une société qui s'est fragmentée, une société qui s'est mise à douter d'elle-même, une société où, dans de nombreux points du territoire, des individus pensent que la République n'est plus en capacité de tenir sa promesse d'égalité. Une société où la défiance devient un mode de pensée, un mode de comportement. Une société où l'on se laisse aller vers des chimères, à faire allégeance à des démagogues. Une société où on a perdu de vue la force de l'histoire de la France, où l'on a perdu de vue l'ingéniosité, la créativité de la France, son inventivité lorsqu'elle a traversé des périodes difficiles, le courage de ce peuple, une défiance qui s'exprime vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des fonctions officielles, vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est à cela que nous sommes confrontés et c'est à cela que nous devons répondre. Et comment y répondre? Quelles sont nos ressources pour y répondre? Les valeurs, les principes, l'histoire, le patrimoine de valeurs, de droits, de liberté, de conquête, et le patrimoine d'action publique aussi, de ce que nous avons fait, mais surtout des valeurs. Surtout des valeurs. Et nous les avons à disposition, ces valeurs. Elles sont bien sûr dans cet enjeu essentiel de l'instruction publique, de l'éducation. Elles sont dans cet enjeu essentiel de la diffusion dans la société en toutes circonstances de ce qui fait que nous appartenons à un même peuple, que nous avons une histoire commune, mais que surtout nous construisons un destin commun. Nos ressources sont dans le fait d'assumer très clairement des choses qui ne se disent plus, qui ne s'expliquent plus, que nous croyons à l'individualité, qu'il est important que chacune, chacun soit perçu dans sa singularité, mais que l'individualité, ça n'est pas l'individualisme, c'en est une dérive, que l'individualité, ça n'est pas l'égoïsme, c'en est une pathologie, que l'individualité est essentielle pour que la République recommence à être attentive à chacune et à chacun, à chaque destinée personnelle. Nous avons à le dire, nous avons à le redire, nous avons à l'enseigner, nous avons à nous redresser pour faire force, et nous sommes en capacité de le faire. Nous savons que nous avons les moyens de le faire. Et vous en particulier, Ligue de l'enseignement, vous avez les moyens de le faire. Vous avez une puissance de frappe extraordinaire, phénoménale, phénoménale, avec les presque 2 millions d'adhérents dont parlait le président national tout à l'heure, avec vos 30 000, mais peut-être que le chiffre est plus important encore, associations fédérées, avec vos 500 000 jeunes que vous conduisez en vacances ou en activités extérieures, les 355 000 adhérents, me dit-on, du FOLEP, et puis surtout vos 2000 jeunes en service civique. Je sais que vous en êtes particulièrement fiers et que vous prétendez même avoir une capacité multiplicatrice par 5. Mais ça, ce sont des conversations autour de la table, pas encore arrosées, mais une capacité qui dit l'espoir, la volonté, le désir, et je crois quand même une réelle capacité de faire. Mais surtout partout, vous êtes partout sur le territoire. Je parlais tout à l'heure d'une armée de républicains, des vrais, hein? Partout sur le territoire, donc une capacité à renforcer le lien social, à alimenter la cohésion, à faire en sorte que nous reprenions conscience
que nous vivons ensemble sur le même territoire. Et aujourd'hui, nous avons des instruments qui nous permettent d'être partout, et d'être partout même sans être là. Mais en plus, vous êtes là partout. Mais nous avons les moyens d'être partout et au-delà de nous-mêmes, puisque nous connaissons ces nouveaux instruments d'universités populaires, les universités populaires qui ne sont pas aujourd'hui seulement physiques en un lieu, mais qui sont aussi par les nouvelles technologies, ces fameux MOOC, qui permettent à des citoyens très, très dispersés de recevoir les mêmes enseignements. Vous avez cette puissance phénoménale, et je sais que vous la mettez déjà au service de la République, parce que votre histoire est consubstantielle à celle de la République, que vous avez nourri, irrigué l'histoire de la République, la construction de cette République. Donc vous êtes en mesure, avec nos valeurs, avec la lucidité, l'analyse que nous sommes capables de faire sur les dérives qui frappent notre pays, qui frappent la République, vous êtes en mesure d'apporter des réponses à cette défiance généralisée, à cette recherche chimérique d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle, à cette défiance vis-à-vis et à ce rejet des corps intermédiaires qui sont essentiels, qui font partie de la charpente de la démocratie, à ce rejet des autres, à ce repli sur soi, à ces passions tristes, si tristes. Vous avez les moyens, et merci de le faire chaque jour. Merci de continuer à le faire. Mais sachez surtout que nous savons que vous êtes là et que vous le faites quotidiennement. Sachez que nous savons que vous savez redonner le goût des autres pour permettre à chacun de retrouver l'estime de soi. C'est un moment essentiel, charnière, celui où nous pouvons redonner vigueur à la République, ou celui où nous pouvons simplement observer, constater qu'elle perd des forces, qu'elle perd de plus en plus de force, et que peut-être elle va agoniser, et que peut-être elle risque le péril de périr. Mais je crois que votre action va se poursuivre, qu'elle sera de plus en plus forte, de plus en plus étendue, et qu'elle contribuera, je le redis, à redonner le goût des autres, et à permettre à celles et à ceux qui, dans des territoires, ont l'impression que la République les a abandonnés, ont l'impression qu'elle n'est plus capable, qu'elle n'est plus assez forte, qu'elle n'est plus assez volontaire, ont l'impression d'être loin de tout, hors de tout, de n'avoir aucune emprise sur leur destin, encore moins sur le destin commun. Il est important que nous puissions parler à ceux-là aussi et leur redonner, oui, ce goût des autres. Et enfin, cette estime de soi. Car il n'y a rien de plus savoureux dans la vie que d'aller vers l'autre, que de connaître l'autre, que de voir chez l'autre le reflet de soi-même, que d'ainsi apprendre à mieux connaître soi-même parce qu'on connaît mieux l'autre, et de savoir que l'autre veille sur nous, et de savoir que nous cheminons ensemble, et de savoir que nous pouvons nous donner la main et marcher sur le même chemin, vers le même but, liés par un même destin. Ce goût des autres, cette estime de soi, sont essentiels, parce que tout résout en cela le sens de notre vie individuelle, le sens de notre vie sociale. Et vous me permettrez de vous le dire en quelques mots, mais avec les mots d'un autre, d'un très grand poète, Aimé Césaire, si vous permettez ce soir. N'être plus une oreille à entendre, ne plus voir avec les yeux, n'être plus la brouette à évacuer le décor, n'être plus la machine à déménager les sensations. Je veux le seul, le pur trésor, celui qui fait largesse des autres, celui qui fait largesse des autres. Merci. Restez avec nous, sur la scène. Restez avec nous.
Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour ses 90 ans de la Ligue de l'enseignement.